Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente soirée historique qui affrontait l'Argentine et l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde de football. Malheureusement, le dénouement de cette finale n'a pas été en faveur de l'équipe de France. Néanmoins, un grand bravo à vous, l'équipe de France est fière d'être français, fière d'être bleu. On va parler Bitcoin dans cette vidéo très rapidement, on va reprendre par rapport à mon petit prono, puisque nous avions un jeu concours que nous avons fait avec l'ensemble de la communauté, plus de 380 membres y avaient participé, on va bien sûr le regarder ensemble, et on finira sur quelques petites actus plutôt pertinentes que j'aimerais vous présenter, et bien évidemment cette expiration des options au 30 décembre, la plus grosse de l'année, évidemment on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Et avant de commencer, avec Bitcoin, on parlera de cette photo-là. Fier d'être bleu, bien évidemment, avec une magnifique frappe. C'est juste légendaire ce que Kylian Mbappé a fait, un triplé n'était arrivé que 2 fois dans toute l'histoire de la Coupe du Monde de football. On se souviendra aussi malheureusement de Kolo Muani à la 118e ou 119e minute me semble-t-il, ce piqué qu'il avait fait magnifiquement arrêté par le bout du pied de ce gardien argentin, mais il faut savoir que la psychologie humaine me surprendra toujours puisque la photo qui est aujourd'hui la plus visualisée, la plus repartagée, la plus retweetée sur les réseaux sociaux, c'est celle-ci. Ne nous y trompons pas, la psychologie humaine me fera toujours rêver. On commence bien évidemment. 2 possibilités. Pendant 60 minutes, l'équipe d'Argentine était très largement dominante. Pendant 60 minutes, l'équipe de France était largement dominante. Et à la fin, qui c'est qui gagne? À la fin, c'est Messi qui gagne cette Coupe du Monde. Et c'est un petit peu l'adage. On peut jouer ce qu'on veut à la fin. Celui qui gagne, c'est Messi. Peut-être, avec l'équipe du Paris Saint-Germain, nous offrira une Ligue des Champions, la 2e, après Marseille. Sait-on jamais? On sera là, bien évidemment, pour les soutenir. Pour celles et ceux qui sont, bien évidemment, en faveur du Paris Saint-Germain, mais généralement, quand on arrive dans les phases finales d'une Champions League, on les tous un petit peu derrière le Paris Saint-Germain, même si pour autant on ne la soutient pas tout au long de l'année. Mon petit prono, donc bravo à toi, c'est big, bravo à toi Duc, bravo à toi Kondi, bravo à toi Momo, Manolo, qui a beaucoup, pendant ce tournoi, été en tête de ce petit concours, Michael Pain, Yaya également, Guillaume, JoCrypto, donc le top 10 est Syria, le top 10 sera bien sûr récompensé, venez avec moi sur le Discord des rois du marché directement en MP ou par mail, vous avez mon mail également, un peu partout, n'hésitez pas à venir, je vous donnerai la procédure à suivre pour pouvoir recevoir votre petit lot, j'ai bien aimé ces bics, c'est plutôt sympa, pays gagnant, l'Argentine, meilleur buteur, Mbappé. Mais tu as hedgé ta position sur la finale puisque tu avais un pronostic de 2-1 pour l'équipe de France. Tu as hedgé ta position. C'est ce qui t'a fait gagner, donc bravo à toi Sébic pour cette intuition. Tu as pu hedger ta position et finalement à la fin, l'objectif c'est pas d'avoir raison. L'objectif c'est de gagner. On commence tout de suite avec Bitcoin. On est actuellement dans un no man's land, en plein milieu d'arrêt. Je vous l'ai tracé ici. On avait ici... En fait, en weekly, on peut le reprendre, mais bon, on peut le reprendre ensemble, c'est plutôt intéressant, je pense, à visualiser. On va enlever l'automatique. Ici, vous avez en fait une énorme bande de range par rapport à cette grosse bougie d'indécision. Si on vient clôturer en dessous des 15 822, actuellement je suis sur Bitfinex, mais vous pouvez partir sur d'autres exchanges, Bitfinex comme Base ou l'index, bien évidemment. C'est juste que parce que la charte était un peu plus propre. Et ben malheureusement, ce sera bearish, une continuation tendancielle potentielle baissière. Si on vient à clôturer une bougie en weekly au-dessus des 17 200 $, ce sera plutôt haussier. 1 fois, 2 fois, et malheureusement, on n'arrive pas à le clôturer pour le moment, cette bougie. Est-ce qu'on peut faire un ravalement tout au long de cette semaine? La question, bien évidemment, reste ouverte. Cette clôture n'est pas très jolie puisqu'on se retrouve en plein milieu d'un range. En réalité, c'est ça qu'il faut observer, qu'il faut regarder. Est-ce qu'on trade ou pas dans un milieu d'un range? En fait, c'est le pire endroit pour trader, c'est bien évidemment là-dedans. Par contre, il y a des choses techniques qu'on est en train d'observer. On est en train de capturer beaucoup de liquidités sous ces précédents lots. Je vous le dis, je le redis et je le répète, ce n'était pas nécessaire de venir chercher ces précédents lots parce qu'on l'avait déjà fait juste ici. Ce n'était pas nécessaire de venir chercher ces précédents lots parce qu'on l'avait fait juste ici. On vient de casser la dynamique tendancielle haussière qu'on avait mis en place en 4 heures et notamment en daily. Ici, invalidation de la dynamique haussière. Dès lors, les traders chercheront plutôt maintenant à vendre ce marché. Les traders et les intradés chercheront à vendre ce marché. Premier arrêt juste ici sur les 17 250 $. Mais si on vient clôturer en weekly, on relance une dynamique techniquement
haussière avec une divergence qui serait confirmée en weekly. Donc on pourrait éventuellement faire une accélération. Pourquoi on pourrait faire une accélération? Parce que vous avez des options à la fin du mois. Donc d'ici une dizaine de jours, avec un max point price aux 19 000 $. Dès lors, les market makers, les brokers, les opérateurs, les faiseurs de marché mettront tout en œuvre pour essayer de placer le prix au plus proche des 19 000 $. Ce qui est très intéressant, c'est que ces 19 000 $, c'est pas n'importe quoi. C'est également une zone de rechargement de short, moyen terme, court terme par rapport à tout le précédent mouvement depuis le drama de FTX. Donc c'est pas complètement délirant, hein, d'aller chercher de la liquidité potentiellement et d'aller chercher le petit, et puis on peut remonter tranquillement, prendre toute la liquidité et récompenser entre guillemets récompenser les brokers et les market makers, c'est pas très joli à dire, mais techniquement c'est la réalité, c'est souvent comme ça que ça se passe, et puis après reflusher ce marché pour aller chercher toujours plus bas, puisque jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de fond reste bien évidemment baissière. Trader là-dedans, c'est pas vraiment la meilleure solution, il faudra bien sûr être patient. Actuellement, les faiseurs de marché compriment complètement la volatilité, on le voit très très bien, on est en train de comprimer, donc on accumule finalement des stops complètement évidents au nord comme au sud. Le premier qui bouge généralement perd. Le petit avantage pour les vendeurs, bien évidemment. Donc, premier arrêt juste ici. Et puis après, ces zones de rechargement de vente. Logique, beaucoup, je pense, prendront des shorts. Ce qui pourrait potentiellement nous dynamiser un repli sur les 19 000 $. C'est ça, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre. On le voit très très bien. En réalité, vous avez une forte diminution au niveau des open interest. Actuellement, je suis en 4 heures, mais c'est relativement visible. Vous avez des fundings majoritairement négatifs, jusqu'à preuve du contraire. Un ratio long short plutôt en faveur actuellement des vendeurs à découvert. Vous n'avez aucune, entre guillemets, espèce d'action sur le CVD, notamment sur le spot. Ça reste extrêmement baissier, extrêmement baissier. Partez du principe qu'il y a de l'argent et que les market makers et que ces opérateurs de marché ont beaucoup de liquidités et peuvent très bien, très fortement pousser ce prix pour aller finalement faire perdre un maximum de personnes, et j'ai mes yeux jusqu'à la fin du mois baqués sur le max paying price, notamment des 19 000 $. Donc est-ce que c'est intéressant de prendre des longues? C'est difficile. Ici, c'est pas la meilleure solution. Attendez peut-être un espèce de pullback, une structure, une divergence qui pourrait éventuellement intervenir. Vous l'aurez ici en fait la divergence. C'est un petit peu brouillon, mais il faut vraiment le voir comme ça. Partez du principe que si vous avez quelque chose dans ce sens-là, voilà, ici ça baisse, potentiellement, ici ça monte, à ce moment-là vous confirmez sur un petit repli ou un avènement de bougie, notamment en H4, ici, et puis derrière on peut aller chercher beaucoup plus haut. Mais pour l'instant on ne voit strictement rien, donc pour moi, on viendra chercher la liquidité au nord comme au sud, le premier qui bouge perd, j'aimerais voir ce type de choses pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà. Est-ce que je m'y placerai? Pas forcément, puisque jusqu'à preuve du contraire, et ça aussi il faut l'expliquer, il faut bien le dire, c'est que vous avez 80% de chance d'aller voir le bas de range à partir de maintenant. On a trouvé entre guillemets une borne haute. Pourquoi? Puisqu'on est revenu dans le milieu du range. Et donc quand vous revenez dans le milieu du range, malheureusement vous avez 80% de chance parce qu'on allait visiter le bas du range. Donc les range traders chercheront les extrêmes. C'est intéressant parce que si on vient juste faire un tout petit tour dans cette petite poche de liquidité, vous prenez vos extrêmes ici, les bottoms, les tops, vous vous retrouverez où? Exactement dans une zone de rechargement d'achat très court terme. Donc ça peut être parfaitement intéressant de faire ce type de choses, sans pour autant remettre en cause les précédents lots juste ici, bien que la dynamique reste baissière de fond pour le moment. Ça, je pense que c'était très important. Côté Ethereum, on y est déjà, me semble-t-il, dans cette zone de rechargement d'achat court terme. Donc exactement le même phénomène qui pourrait se passer. Puis derrière, on pourrait grinder pour aller chercher une petite zone de rechargement de short court terme, moyen terme, complètement logique, entre les 1450 $ et les 1550 $. Je pense que le max paying price, c'est pas très loin des 1400 ou des 1450. On va tout de suite le vérifier ensemble ici. Ethereum, max paying price, roulement de tambour, 1400 $. Bon, voilà, vous l'avez au moins. Donc juste ici, ce serait 1400 $, un tout petit peu en dessous d'une zone de rechargement d'achat, de vente, logique court terme, et au-dessus d'un 0,50. On peut très bien venir faire un petit tour, venir racler toute la liquidité qui s'y trouve encore, jusqu'à preuve du contraire, beaucoup de liquidités de vendeurs à découvert ici, pour malheureusement continuer la dynamique tendancielle baissière de fond actuellement sur les cryptoactifs, faut pas se mentir. Donc on attendra bien évidemment les retournements, mais ces retournements-là prennent du temps. Il faut vraiment le comprendre. Ça se fait pas en une semaine, il faut vraiment du temps, et n'ayons pas peur bien sûr d'acheter plus cher. N'ayons pas peur d'acheter plus cher. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'on a toujours la possibilité, probablement sans qu'on n'a pas ces retournements de tendance, d'acheter moins cher. Je vous prends des exemples un petit peu au hasard. NIR. Bon, on n'a pas attendu les structures. Est-ce qu'on a des structures de retournement en W Weekly? Non, on n'a pas de structure en W Weekly. Donc on fait des investissements d'eux, il n'y a pas de souci. Mais derrière, on n'a pas ces structures de retournement. Donc on peut éventuellement acheter moins cher.
Alors on achète sur des investissements de bien évidemment des capitulations, des tendances très fortes, très baissières, des poches de liquidité complètement logiques. Mais si vous êtes all-in et que vous souhaitez faire, si vous voulez, du lissage par le bas, toujours pour holder entre guillemets vos perdants, attendez ces structures de retournement. Si vous avez beaucoup de cash, je ne dis pas le contraire. Si vous faites du dollar cost average, je ne dis pas du tout le contraire. Ça reste des très très bonnes zones, si vous voulez, d'achat, si vous croyez en cette crypto. Mais attendons des retournements très importants. Je prendrai Litecoin, je crois qu'un petit peu différent Litecoin. Non, je prendrai One. Pareil, voilà, One c'est pareil. Investissement, on avait les structures qui avaient été données précédemment, il n'y a pas de problème, on vient chercher ça, un petit W weekly magnifique. Et puis finalement, est-ce qu'on met un investissement de là-dedans? Non. On vient pas de faire d'investissement 2 puisqu'on a déjà pris le POC ici. Donc prendre le POC, puis derrière, aller chercher les plus bas, on attendra bien sûr des structures. Je prends DOT aussi, c'est la même chose, investissement 2, investissement droit, on avait des structures en W weekly, elles étaient ici confirmées, puis on continue un pending execution juste là. Je peux en prendre une dernière, je sais pas, la Cardano par exemple, c'est pas complètement ignorant, investissement 1, investissement 2 sous une énorme poche de liquidité, pas complètement délirant, la dynamique restait haussière sur Bitcoin à ce moment-là, puis derrière on continue à dégrader très fortement. Est-ce qu'on achète ou pas là-dedans? Est-ce qu'on achète là-dedans? Est-ce qu'on achète là-dedans? On n'a pas de structure en réalité, donc c'est très très difficile, et vous avez la possibilité toujours, il y a un petit POC ici, donc c'est peut-être intéressant, un déséquilibre qui est en train de se faire combler, et on arrive dans une toute petite poche de trou de volume profile, VPRV, je sais plus comment ça s'appelle, je vais pas dire de bêtises, VRVP, pardon, ici, parce qu'on me l'avait demandé. Donc c'est celui-ci, ce que vous trouvez là. Enfin, c'est la même chose de l'autre côté en réalité. C'est pareil, c'est le volume profile VRP. Derrière, vous avez ici ça peut être intéressant, mais attendez des structures de retournement, bien évidemment. C'est toujours très difficile de pouvoir éventuellement acheter des points bas ou vendre des points hauts, c'est même quasiment impossible. Mais attendons les retournements, puisqu'actuellement c'est relativement baissier. Je regardais juste Atom Cosmos qui continue à se déprécier. C'est un petit peu ce qu'on pourrait éventuellement essayer de chercher sur Ethereum ou sur Bitcoin actuellement. On va chercher peut-être des zones de rechargement encore d'achat. On vient chercher une borne haute. On est en train de structurer un range. Je serais proche d'un premier arrêt. On est un petit peu en dessous. Si on prend par rapport à la précédente structure, à mon avis, on n'était pas très loin, voire au-dessus. On avait même accepté au-dessus d'un premier arrêt. On est actuellement de travailler dans une zone de rechargement d'achat court terme ici. Est-ce qu'on attendra éventuellement des bougies de ravalement confirmées pour éventuellement essayer de prendre un play pour faire un espèce de AB égale CD? C'est pas complètement délirant. Si Bitcoin et Ethereum se retrouvent sur les 19 000 $ ou les 20 000 $, je pense qu'on peut éventuellement essayer de jouer un AB égale CD sur notre ami Atom Cosmos, qui nous c'est chirurgical, on reviendrait très très proche d'un premier arrêt. Toujours avec ces fameux ratios de 1 pour 1. Est-ce que c'est prenable? Oui, largement. Le risque-récompense est même plutôt bon. Je pense ici, on attendra juste des espèces de bougies de ravalement et une divergence confirmée actuellement. Nous ne l'avons pas. Je regarde très rapidement. Je fais un petit peu à droite à gauche, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Très difficile à prendre, mais attendez juste des bougies de retournement. Ici, elle était prenable. Juste ici, donc c'est toujours dans le game. Le stop en dessous de la structure. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est complètement logique. Bah, éventuellement, attendez, si vous voulez, ce type de choses. Prenez les poches de liquidité, mais Dixit NIR, je le fais également. Dixit NIR, c'était pas la meilleure solution, vous voyez bien. Attendez les poches de liquidité, c'est super intéressant. Bah ouais, on est parti en dessous et puis on va encore plus bas en réalité par rapport à ces précédents lots, juste ici par rapport à la dynamique de fond, évidemment. Voilà pour ça. On continue avec des petites news. Je pense que c'est super intéressant. En gros, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur ce marché, il y a des acteurs qui pensent qu'il y a des opportunités à chaque instant, et c'est la réalité. Et c'est la réalité. Et il y a des opportunités, des zones stratégiques, des prix qui sont très psychologiques, qui peuvent être apparentés à des fortes opportunités. C'est toujours extrêmement difficile, je le dis, je le redis, de jouer la contre-tendance sur des marchés baissiers. C'est le trading le plus difficile. Le plus facile, c'est la tendance. Donc si vous êtes actuellement trader de tendance, vous cherchez des ventes et vous êtes plutôt récompensé depuis le début de l'année. C'est la pire année 2022 sur les marchés financiers. Par contre, lorsque la tendance se retournera, il est très difficile en réalité de reprendre sur un premier arrêt. On va très très fort et ça monte très très vite. Vous le voyez ici, hop, et puis on va chercher un premier arrêt, et puis on revient chercher un premier arrêt, mais ça tient en réalité, ça continue à s'apprécier. La tendance est toujours votre ami, et généralement, c'est le trading le plus rentable jusqu'à preuve du contraire. J'ai fait ça un petit peu tout, et puis on prend quelques petites news. Première news, c'est celle-ci. Pensez-vous que je dois quitter la tête de Twitter? Les votes feront froid. Plutôt intéressant, Elon Musk. Donc il sera plus CEO de Twitter. Peut-être qu'il va passer la main, et je pense qu'il passera la main. Je pense que c'est clairement
une espèce d'esbrouf parce qu'il compte, je pense, quitter Twitter, et qui nous met ça pour dire c'est incroyable, Elon Musk nous écoute, il écoute sa communauté, formidable. Tout ça, c'est tellement habilement orchestré. Je trouve ça toujours intéressant de vous le partager. Il va probablement quitter Twitter, en tout cas la tête en tant que CEO de Twitter dans les prochaines semaines, prochains mois. Et s'il fait ce type de tweet, ça veut probablement dire qu'il a déjà trouvé un remplaçant. Ça tourne beaucoup. Donc je sais plus qui c'est qui avait partagé ça sur Twitter, mais je trouve ça très intéressant. 2008 par rapport au marché financier au niveau du S&P en logarithmique vs 2022. En quoi est-ce différent? En quoi ce ne serait pas différent? Deux questions qui s'opposent, deux paradoxes qui s'opposent, deux idées qui s'opposent. En fait, il faut revenir en 2008. Il y a deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est que il n'y avait pas l'ingérence des banques centrales comme on a pu la connaître après 2008. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on est très baissier aujourd'hui. En fait, ceci, on le voit. En 2008, ceci, on ne le voyait pas. Ça, c'est super important. Dès lors, le marché donne généralement raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Probablement que les plus patients se sont positionnés là-dedans. Soyez très vigilants par rapport à ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais s'il n'y a pas de catalyseur, ça ne se produira probablement pas. C'est ça qui est très important. Dès lors, je ne serai pas complètement tenu de faire quasiment un nouvel ATH sur S&P 500 avant de littéralement cracher. Tout simplement. Et on le voit ici, en fait. Si vous prenez hors inflation, je vous le montre très régulièrement. Si on prend le S&P 500 hors inflation et hors impression monétaire, on voit très bien qu'on est en train de travailler toujours cette énorme... Hop, on peut le remettre, j'ai des petites choses ici. Ouais, bon, c'est pas trop mal. C'était quoi ça? C'était 2018-2019, voilà, on y est déjà, donc on avait fait ces espèces de fractales. Est-ce que c'est réalisable? S'il n'y a pas de catalyseur, nous sommes en réalité sur les mêmes bornes ici qu'on avait vu qu'en 2018-2019. Et ici, on poussait la récession. Ici, il y a Jamie Dimon, je vous avais repris des actualités pour comme la récession est proche, la récession est inévitable, ce sera la reine des récessions, c'était 2018-2019, et ben finalement on avait fait un nouvel ATH, après crack Covid, c'est un catalyseur, et puis derrière on avait fait un nouvel ATH très fort, donc là vous le voyez pas puisque on a mis sur les autres il y a l'inflation et l'impression monétaire, mais ici vous ne l'avez pas, donc derrière on est revenu exactement sur cette borne basse. Donc l'objectif qu'est-ce que c'est? C'est éventuellement, moi je vous propose une autre fractale, ce serait potentiellement celle-ci, puisque Jérôme Powell nous l'a dit, personne ne sait s'il y aura une récession. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci? On n'en pense pas moins. Si on fait ceci, grosso modo, ça reviendrait au même que d'avoir, je pense, un S&P 500 au-dessus des 6000 points. Voilà, pour vous donner une situation. Et ça, c'est le narratif par rapport à toutes les news actuellement connues. On sait qu'il y aura un pivot de la Fed, il l'a dit. On sait qu'il y aura de l'injection monétaire de nouveau, il l'a dit. On est en train d'observer une diminution au niveau de l'inflation des États-Unis, c'est vérifié, c'est véritable. Donc actuellement, sans catalyseur, crise majeure de la dette, de je sais pas quoi, une énorme banque qui fait faillite, ce que vous voulez, malheureusement ce scénario n'est malheureusement pas à privilégier. Cette fameuse crise mère de toutes les crises. Alors on est en train d'un petit peu de sortir des placards actuellement les ETF par rapport à cette bombe à retournement. D'accord, mais tant qu'elle n'explose pas, cette bombe à retournement, il y aura toujours des gens pour pouvoir bien évidemment s'y intéresser et y spéculer. On continue avec un autre petit graphe qui est aussi très intéressant, qui a été proposé par TechDev sur Twitter, avec cette cyclicité entre les bons du trésor, le DXY, vis-à-vis des bons du trésor chinois ici, qui est un métronome cyclique par rapport aux phases de marché. C'est plutôt très intéressant, voire extrêmement intéressant, qui suit plutôt d'ailleurs pas mal la cyclicité notamment de Bitcoin, et on arrive relativement très proche d'un point bas, semblerait-il. Alors vous allez me dire, oui, on n'a jamais été aussi proche du point bas, mais la question c'est, est-ce qu'on peut, oui ou non, sortir de ce point bas pour redonner une forme de dynamique haussière? Oui, et les invalidations, vous les avez, elles sont très proches, c'est 21 500 $. C'est vraiment 21 500 $, où on pourrait redonner un coup d'élan, éventuellement, à notre ami Bitcoin, qui suivra très probablement et se colérera à l'économie réelle, tout simplement. Donc si les Chinois continuent à s'apprécier, vous aurez très probablement une remontée au niveau des hydrocarbures et au niveau du pétrole. Actuellement, on ne l'observe pas. Donc pour l'instant, c'est plutôt baissier, on va pas se mentir. Au niveau des hydrocarbures, on est toujours sous les 80 actuellement. Donc on est plutôt en train de pricer une récession, mais ça peut bien évidemment vite changer. Très vite changer, tout simplement. On finira sur une dernière petite chose par rapport à ceci. Il y aura le catalyseur, donc c'est
le vendredi 23 par rapport au PCE Core. Ce serait intéressant et important, je pense, de le voir. S'il est bon, ça pourrait éventuellement continuer à accompagner une tendance ou une dynamique ou un rebond haussier pour aller chercher nos fameux 19 000 $ ou 20 000 $ sur Bitcoin en cette fin d'année. C'est pas complètement impossible et redonner un petit peu de puissance au niveau du S&P 500. Et S&P 500, c'est la même chose. On est venu chercher des poches de liquidité complètement logiques. Je vais pas vous donner celle-là, je vais plutôt vous donner celle-là. Et puis derrière, on peut maintenant tout simplement redonner un coup d'élan à notre S&P 500. Bien que la dynamique de fond semble maintenant est de nouveau baissière puisqu'on a cassé ses précédents lots après avoir fait un nouveau plus haut. Faites attention, mais c'est très psychologique. On peut réellement aller chercher beaucoup plus haut et là mettre vraiment tout le monde derrière du mauvais côté du mouvement. Pourquoi je dis ça? C'est toujours pareil. Vous avez des choses qui sont très importantes ici. Wall Street est plutôt baissier. Donc on était beaucoup plus bas au niveau de Wall Street, etc. Là on est toujours à 46 long, net short 54%. Donc ce sont des indicateurs de sentiment. Mais partez du principe qu'au même moment en 2008, je reprends cette phase-là, on était plus près, il faut vraiment se le dire, à 80-85% long. Ici, c'était beaucoup plus bleu si vous voulez. On était le double du sentiment. Vous voyez, on n'était pas du tout dans la peur ou dans l'extrême peur à ce moment-là, évidemment. Dernière petite chose, on a fait une vidéo et je clôturerai là-dessus avec Swissborg. C'est avec Anthony, le Zouamier Géniaux, le CSO, directeur de la stratégie et cofondateur de Swissborg. Je vous la repartage, vous la trouverez en haut à droite de cette vidéo. Vous êtes très nombreux à l'avoir commenté. J'ai beaucoup apprécié vos commentaires et vos différents commentaires, qu'ils soient très négatifs ou très positifs, voire extrêmement positifs, soit mitigés. Il n'y a aucun problème avec ça, je me plais à les lire et je suis très heureux que la communauté Swissborg, qui est une forte communauté extrêmement bienveillante, prenne le temps de répondre à ces personnes-là. Donc c'est plutôt intéressant. Personnellement, j'y crois, je le redis, je vous en reparle, Swissborg avec une série A, je pense que c'est le début d'une très grande lignée, d'un peut-être nouveau paradigme d'investissement au fond de ces technologies blockchain et de ces projets crypto. Il y a une personne qui m'a dit dans les commentaires, t'as été un petit peu brutal avec XRP par rapport à son token parce que tu l'avais annoncé et tu avais investi dedans il y a quelques mois de cela en arrière et aujourd'hui tu dis qu'il sert strictement à rien. Alors c'est la réalité malheureusement. L'objectif c'est pas d'avoir raison. L'objectif encore une fois c'est de gagner et je le redis par rapport à XRP, il y a des doutes par rapport à son token. Et c'est pour ça qu'il est en problème avec la SEC, qu'il est en conflit avec la SEC. Est-ce que oui ou non ce truc est un securities? C'est ça la vraie question à se poser. Quelle est la réelle utilité du token? Je vais vous le dire, en fait, il n'y en a pas. Pour faire fonctionner sa technologie, pour faire fonctionner sa blockchain, si vous voulez, de XRP ou de Ripple, il n'a pas besoin du token XRP. En fait, XRP n'a fondamentalement aucune sorte d'utilité aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à la communauté. On sait que la quasi-totalité des XRP sont détenus par leurs fondateurs ou par une toute petite noyau de personnes qui prennent l'intégralité des décisions. Donc aujourd'hui, quel est le type de gouvernance qu'on peut avoir? Alors vous allez me répondre, et vous avez probablement raison. Aujourd'hui, beaucoup de tokens sont détenus à 1% des tokens, enfin 99% des tokens ou 95% des tokens sont détenus par 1% des adresses. Je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'on ira probablement dans le bon sens, avec des formes de gouvernance, pas à l'unanimité, enfin pas forcément à l'unanimité, mais pas forcément à la détention du nombre de tokens, mais au nombre de voix par exemple. Ça veut dire que même si vous avez 99% des tokens, vous avez une voix. Voilà, une adresse égale une voix, ou il y a peut-être des choses comme ça qui sont en train de... C'est très complexe, en fait, ce que je vous dis, mais c'est des choses qui vont aller probablement dans le bon sens. Et aujourd'hui, si on regarde fondamentalement ce qu'est le token XRP, il ne sert pas à grand chose. Voilà, et ça, je pense que c'est très important pour pouvoir faire fonctionner la technologie aujourd'hui de Ripple pour travailler avec les plus grandes banques systémiques mondiales, évidemment. Donc, il peut être considéré comme une forme de security token qui ont permis de lever des fonds sur les marchés financiers sans pour autant passer par les organismes de régulation compétentes et notamment les services de la SEC, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ce truc est mort et ce truc doit valoir zéro. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché extrêmement spéculatif et jusqu'à preuve du contraire, ce qui fait le prix de n'importe quel de nos tokens préférés, de Bitcoin jusqu'au dernier des shitcoins, c'est la rencontre entre l'offre et la demande, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et la technique peut bien évidemment nous aider. Série A Swissborg, je vous le rappelle, et également vous avez mon petit lien d'affiliation, puisque je rentre en relation très long terme avec Swissborg. J'y crois personnellement, on en avait déjà beaucoup discuté dans d'autres vidéos des rois du Bitcoin. Il y a beaucoup de Swissborgers, et j'ai créé d'ailleurs un lien directement sur le Discord des rois du marché, vous pouvez y aller juste ici. Aide Swissborg, Swissborg aide, on me l'a demandé, je trouve ça plutôt intéressant, et je sais qu'il y a beaucoup de membres de la communauté Swissborg qui sont actuellement sur la communauté des rois, donc vous pouvez gagner jusqu'à de 1 à 100 $ ou 100 €
avec un petit ticket à gratter, et je valide et je garantis 20 $, 20 € en CACSB pour les 50 premiers inscrits. Voilà, vous l'avez tout ça dans la description. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai pas été trop décousu encore une fois dans cette vidéo. Donc on a bien compris qu'on jouera nos setups préférés. J'attendrai personnellement éventuellement pour pouvoir me repositionner si j'ai des confirmations et des retournements tendanciels. Hein, je vous le dis, je le redis. Hein. Qu'est-ce que j'attends ou qu'est-ce que Hermès attend? Il attend deux choses. La première chose, c'est en weekly, une bougie en weekly qui viendrait avaler la bougie précédente. Donc vous l'avez ici, confirmation weekly, c'est donc une vraie clôture à 17 149 ou 17 200 $ si vous le voulez, la confirmation de notre divergence, et je me réexposerai sur les marchés cryptoactifs et des tokens préférés si on vient à annihiler les 21 500 $. J'attendrai bien sûr mes setups, on pourrait très bien faire ce type de choses, hein. Je ne dis pas du tout le contraire, pour l'instant on n'y est pas, hein. On peut monter très fort, revenir complètement bas, sans pour autant remettre en cause des différents lots, et je me repositionnerai là parce que toutes les structures auront été données, et j'ai du temps. J'investirai jusqu'à fin 2023, personnellement, ça c'est quelque chose de très personnel, mais je garderai du cash de toute manière jusqu'à fin 2023, début 2024, et après on aura l'halving, et on sera patient. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.